Nous subissons le chantage de la montre, oh que je suis en retard, qui a une idée moderne. Hein. Dans le passé, on n'était jamais trop en retard. Et ça peut parfois nous faire oublier les temps de la durée. Donc, en ce cas-là, l'horloge devient une espèce d'ennemi qui nous soustrait la dimension de la mémoire. Et c'est pas par hasard que dans l'époque baroque, lorsqu'on a commencé à construire le premier horloge mécanique qui fonctionnait réellement bien, il y a eu, spécialement en Italie, une poésie de l'horreur de l'horloge, vue comme une espèce de squelette qui ronge le temps. C'était 15 secondes de temps pur filmé. Ce sablier de marine a été construit au XVIIe siècle pour mesurer la vitesse des bateaux. Le temps est un flux continu. Pour le mesurer, il faut le sectionner. Il existe une section naturelle, celle qui sépare deux levées ou deux couchers du soleil. En combien de sections diviser une journée? Au quatrième top, il sera exactement 10 heures, 19 minutes, Heures, minutes, 45 secondes. L'humanité a mis longtemps à parvenir à ces concepts. La division du temps en unités de plus en plus petites, de plus en plus précises, n'est indiquée nulle part dans la nature. L'homme doit les créer mathématiquement, et il les crée, il les affine chaque fois qu'il en a besoin pour répondre à des problèmes concrets. Le sport, par exemple. En 1864, pour juger les épreuves sportives entre Cambridge et Oxford, on mesure pour la première fois les temps des coureurs en quart de seconde. Au début du XXe siècle, on voit débarquer sur les stades des dixièmes, puis bientôt des centièmes de seconde. Comment en est-on arrivé à une telle précision? Pendant des millénaires, les hommes se contentent des repères que leur fournit le soleil, projetant sur le sol l'ombre mobile et régulière d'objets fixes, rochers, arbres, bâtons et autres élévations que l'on appelle gnomons. À partir de ces observations, ils construisent des cadrans solaires dont les subdivisions obéissent au découpage du temps qu'ils ont déterminé comme pratique pour eux. Avant d'arriver à la division dans laquelle nous vivons aujourd'hui d'une journée en 24 heures égales de 60 minutes chacune, la division en heures inégales était de règle. En attribuant automatiquement 12 heures à la nuit et 12 heures au jour, on obtenait au printemps et en été des heures de jour de plus en plus longues et des heures de nuit de plus en plus courtes, et inversement en automne et en hiver. Mais les civilisations agricoles s'en accommodaient largement. Leur demande de précision n'allait pas au-delà d'une paire d'heures. C'est les besoins des astronomes qui créent l'heure égale. Pour mesurer avec précision les mouvements du ciel, ils décident de diviser la journée en 24 unités, subdivisées chacune en 5 parties, punti, comprenant chacune 12 instants qui valent chacun ce que nous comptons sous le nom de minutes. Mais aucun cadran solaire n'indique les instants, car aucune activité sur Terre à cette époque n'exige d'être réglée à la minute. Les marques que portent les cadrans ne descendent pas en dessous du quart d'heure. Les marques supplémentaires qu'ils arborent souvent, en plus des divisions de l'heure, sont destinées à corriger les indications du stylet en fonction de l'inclinaison du Soleil et de la trajectoire de la Terre. L'équation des variations du temps à une latitude donnée permet de tracer des courbes adaptées à la forme de chaque cadran dont la lecture permet d'interpréter, mois après mois, les décalages de l'ombre qui augmentent de jour en jour. Certains cadrans créés récemment, comme celui-ci installé au siècle dernier sur une place de Parme,
ajoute un dispositif calendaire donnant la date. À midi, l'un des chiffres du calendrier s'illumine, éclairé par le soleil qui perce sa propre ombre. Ce jour-là était un 30 septembre. Au Moyen Âge et à la Renaissance, beaucoup de gens savent lire l'heure solaire sur des cadrans de poche. Il comporte en général une boussole permettant de trouver la bonne orientation de l'instrument. Les cadrans multifaces offrent la possibilité d'être utilisés sous de nombreuses latitudes. Les Égyptiens n'utilisaient pas les obélisques comme des gnomons, contrairement à ce qu'aimaient croire les Romains, qui, leur en ayant dérobé quelques-unes, les installèrent au milieu de vastes places afin de suivre la course du soleil d'heure en heure. Cet obélisque, qui se trouve aujourd'hui sur la Piazza del Popolo à Rome, l'empereur Auguste l'avait fait ériger au centre du champ de Mars, transformé ainsi en cadran solaire géant. Mais comment compter les heures quand le soleil se cache? Les sabliers permettent de mesurer toutes sortes de durées. Charlemagne en possédait un qui comptait 12 heures avant qu'on le retourne. Il l'avait reçu en cadeau du sultan Haroun al-Rachid en l'an 807. Énorme sans doute et difficile à retourner, or la qualité principale des sabliers est leur maniabilité. C'est un sablier français, typique du 18e, avec la sable blanche, usage religieux et durée 1 heure. Les sabliers superposés ont la durée d'un quart d'heure chacun. C'est un grand sablier de marine, dure 30 minutes. 30 minutes, c'est le temps typique dans les bateaux, pour changer le temps de gare. Il était fixé au toit de la cabine et après une demi-heure, il fait ses mouvements. Vous voyez? C'est un sablier particulier qui vient de l'Italie et de Florence et du 17e. Est très petit. Les sabliers durent 50 minutes. C'est un pupitre du 18e qui vient de l'Italie et qui est particulier pour avoir 2 sabliers qui durent un quart d'heure et 30 minutes. Et maintenant, je vous fais voir 2 sabliers de voyage. Le premier est ça, est très petit. Et en cuir, la monture en cuir, 2 ampoules, la durée est 40 minutes. Et la sable est très fine, fine, fine. Maintenant, je vous fais voir un autre sablier de voyage, utilisé par les prêtres pour déterminer le temps de sermon et de les prières avec les fidèles. Ce sablier a la monture en peau de dauphin. Et c'est très particulier, très rare. Ainsi, pendant des siècles, les sabliers sont indispensables partout. Dans les maisons comme dans les églises, dans les tribunaux comme sur les bateaux, à l'université comme dans les ateliers d'orfèvres. Grâce à eux, les alchimistes apprennent à contrôler les réactions chimiques des matières et des métaux qu'ils précipitent ensemble dans leurs creusets et cornus. Et c'est avec des sabliers aussi que les astronomes calculent de plus en plus précisément le lent déplacement des étoiles dans le ciel. L'écoulement continu de l'eau est semblable à celui du temps. En calibrant l'un, les clepsydres ou horloges à eau donnent la possibilité de sectionner le flux de l'autre.
Cette clepsydre égyptienne était chargée d'indiquer les 12 heures inégales d'un jour. Elle comporte un système de graduation sophistiqué adapté aux variations saisonnières. Au XIe siècle, en Chine, la clepsydre de l'empereur Suzong servait à faire tourner des installations astronomiques. La roue à godet, alimentée par l'eau d'une rivière, fait un tour complet en 24 heures. Elle entraîne un mécanisme qui fait tourner 2 sphères armillaires placées sur les terrasses. L'arbre de transmission anime également un manège de 5 plateaux de statuettes. Celles-ci apparaissent à intervalles réguliers pour indiquer, sur des écriteaux placés entre leurs mains, l'heure, le quart d'heure, le mois, le jour, la nuit. Ces pantins chinois étaient en quelque sorte les ancêtres des jacquemart de nos horloges. Mais pourquoi le système complexe qui anime la clepsydre de Suzong n'a-t-il pas donné aux Chinois l'idée d'inventer l'horloge mécanique que l'Occident va produire à partir du XIVe siècle? C'est que les Chinois, par leur mode de vie, n'en avaient pas besoin. Alors que l'évolution des villes et du travail à la fin du Moyen-Âge réclame en Europe ce moyen de contrôle collectif du temps. C'est pour la même raison que les Grecs de l'Antiquité n'ont pas développé vers l'horlogerie leur connaissance de la mécanique de précision. Cet objet, reconstitué d'après des fragments métalliques trouvés dans la mer près de l'île d'Anticythère, est un calculateur qui permet de visualiser la correspondance des mouvements de la Lune et du Soleil face aux signes du zodiaque. Les indications des heures et des minutes qu'il porte sur sa face antérieure sont purement accessoires à ce calcul. La mécanique de l'heure reste liée à l'exploration du ciel. Elle ne concerne nullement les activités humaines. L'invention de l'horloge mécanique au XIIIe siècle en Europe répond aux besoins de la vie d'une catégorie d'hommes un peu particuliers, les moines. Priant toutes les 3 heures, y compris au milieu de la nuit, quand frère Jacques n'oublie pas de les réveiller, les moines ont besoin d'un instrument fiable pour répartir leur temps en heures égales. Cet instrument est en effet un instrument à mesurer le temps, qu'on appelle communément une horloge. Le principe est très facile à comprendre vu la taille du rouage. Il se compose de plusieurs roues dentées, de poids et d'un mécanisme qu'on appelle le folio, qui est ce barreau que vous voyez tout en haut de la construction, un barreau qui oscille en comptabilisant le temps. À la différence des clepsydres, dont la fiabilité est tributaire de la température saisonnière, l'eau peut geler en hiver, s'évaporer en été, l'horloge mécanique tire son énergie d'un poids qui entraîne sans discontinuité le mouvement des rouages. Voilà le secret de leur régularité. Les rouages servent à diviser le temps et puis ils servent à marquer l'heure. Et dans cette horloge, il y a un mécanisme supplémentaire. C'est un mécanisme de la sonnerie des heures. Qui sonne l'heure contrôle la vie de ceux qui l'entendent. La bataille des cloches fait rage au Moyen-Âge entre tous les pouvoirs. Les villes cherchent à se libérer de la tutelle de l'Église et des princes. Ce combat passe aussi par l'acquisition d'une horloge civile érigée sur un clocher laïque, le beffroi. Le beffroi ne sonne plus seulement les heures de prière, il carillonne toutes les heures et souvent même les quarts d'heure. Commerçants, artisans, ouvriers y trouvent chacun leur compte. La production industrielle naissante nécessite une rationalisation de plus en plus minutieuse du temps, et les bourgeois regardent leurs cloches comme un insigne de leur pouvoir économique. La révolution fondamentale qui apparaît sous la Renaissance, c'est la transformation de l'horloge à fixer au mur dans une tour
en une horloge à transporter. Et cette horloge à transporter, bien sûr, a un autre moteur que le poids. L'horloge transportable a un ressort moteur qui fait tourner les roues. Alors souvent ces horloges transportables avaient un petit étui qui permettait de les loger commodément pour le transport en carrosse, à cheval même. Nous savons que le roi de France avait un écuyer spécialement chargé de transporter son horloge de table. Chaque jour, il faut remonter ce genre de montre, retendre son ressort et souvent la remettre à l'heure. Elle se décale environ d'un quart d'heure par jour. Pour gagner en précision, l'horlogerie a besoin de nouvelles techniques. Au XVIIe siècle, le Hollandais Christian Huygens fait 2 découvertes décisives. D'abord, il a mis au point le pendule qui va dorénavant régler les grosses horloges, les grandes horloges ou les horloges de cheminée qu'on va désormais appeler pendules tout simplement. Et puis, il va aussi perfectionner la montre en mettant au point ce que l'on appelle, d'une manière peut-être un peu savante, le balancier à ressort spiral réglant. En fait, son invention consiste essentiellement à ajouter au balancier, au simple anneau qui comptabilisait le temps auparavant, un ressort en forme de spirale qui va régulariser les oscillations. Ce sont les horloges de marine inventées au XVIIIe siècle pour les besoins de la navigation qui permettront à l'horlogerie de faire un pas énorme en devenant fiable à la seconde près, ce qui est essentiel pour déterminer précisément une longitude. Calculer sa latitude, rien de plus facile. Il suffit de mesurer la hauteur de l'étoile polaire dans le ciel au-dessus de l'horizon. Calculer sa longitude est plus difficile. Se fier au ciel, à l'horloge des étoiles est possible, mais exige, outre un temps clair, de longs calculs en consultant des tables d'astronomie compliquées. En revanche, je peux savoir vite sur quel méridien je me trouve pendant un voyage si j'ai emporté une horloge qui a parfaitement gardé l'heure du méridien de mon point de départ en comparant celle-ci avec l'heure du point où je me trouve. En effet, le globe étant divisible en 360 degrés, une heure vaut 15 degrés et 1 degré 4 minutes. Le temps, c'est, on le sait, de l'espace. Mais il faut des horloges qui résistent aux roulis, aux variations de température. La moindre erreur peut être fatale. Encouragé par le gouvernement anglais qui a promis une récompense de 20 000 livres à qui résoudra le problème de la longitude, astronomes et horlogers intensifient leurs recherches au début du XVIIIe siècle. C'est l'horloger John Harrison qui gagnera cette course après 30 ans de recherche. Le 30 juin 1737, Harrison présente à la commission de la longitude sa première horloge de marine. Ces 4 cadrans affichent l'heure, la minute, la seconde et la date. Elle comporte 2 balanciers qui se compensent l'un l'autre afin de résister aux conséquences du roulis. Fabriqués avec 2 métaux, le laiton et l'acier, dosés habilement, ces balanciers demeurent insensibles aux variations de température. Des rouages taillés dans un bois précieux qui sécrète sa propre huile rend le mécanisme parfaitement fluide. L'échappement en forme de sauterelle engendre des fractions de temps sans à-coups ni friction. Testé au cours d'un voyage à Lisbonne, H1 avait permis au capitaine du bateau de constater une erreur de position due à l'application par lui de la méthode traditionnelle, alors que Harrison, en se fiant à son horloge, l'avait établi très vite et avec exactitude. Harrison pourrait recevoir le prix, mais il préfère demander une subvention pour continuer ses recherches. Il travaille sur H2 pendant 3 ans et demi et en janvier 1741, il se présente à nouveau devant la commission. H2 comporte de nouveaux systèmes de compensation des dilatations thermiques et de résistance aux secousses. Testée à terre, elle reçoit un visa très favorable de l'Académie de marine.
Indifférent aux félicitations, Harrison refuse d'empocher le prix et réclame seulement une nouvelle subvention pour perfectionner sa machine. Il disparaît pendant 11 ans, consacrant tout son temps à produire H3 avec l'aide de son fils William. Nouveau système anti-friction composé de roulements à billes captifs, invention révolutionnaire encore utilisée aujourd'hui dans de nombreuses machines. Nouveau grill de laiton et d'acier, remplacement des balanciers en forme d'haltère par des balanciers circulaires montés l'un au-dessus de l'autre, liés par des bandes de métal et contrôlés par un seul ressort spiral. H3, avec ses 753 pièces différentes, ne pèse que 30 kg. H1 en pesait 38 et H2 43. La commission applaudit, mais Harrison, qui n'espère pas faire mieux au niveau de la précision, objecte qu'il trouve son horloge un peu trop grosse et qu'il devrait être possible de la miniaturiser. Et le voilà reparti dans de nouvelles études. Il présente H4 en 1759. H4 est seulement 2 fois plus grande qu'une montre de Gousset. Pour réussir ce tour de force, Harrison a taillé les rouages dans des diamants et des rubis, annulant la plus infime friction. Il faut la remonter toutes les 30 heures. Mais autre invention révolutionnaire, elle continue de marcher pendant qu'on la remonte. En un an, elle varie de moins d'une seconde. Difficile de faire mieux. Mais les astronomes refusent de s'avouer battus. Mauvais joueurs, ils réussissent à faire retarder pendant 10 ans la remise du prix de la longitude à John Harrison, afin de pouvoir continuer à perfectionner leur méthode des distances lunaires qui se prennent avec un sextant et demandent au moins 3 heures de calcul. Ce sont finalement les horlogers et les marins qui proclameront Harrison victorieux en adoptant son invention. En France, Berthoud, Leroy, Breguet, en Angleterre, Kendall, Earnshaw, Arnold reprennent les trouvailles géniales de Harrison et commencent à fabriquer des horloges de marine en série, car de plus en plus de capitaines s'enthousiasment pour leur sûreté et leur maniabilité. L'important avec l'horloge de marine, c'est de bien la régler avant d'appareiller. À Londres, une boule rouge devant l'observatoire de Greenwich tombe chaque jour à 13 heures. Visible depuis la Tamise, ce signe permet aux capitaines de contrôler que leur instrument n'a pas varié, qu'il marque toujours l'heure du méridien zéro. En 1884, à la conférence internationale de Washington, le méridien de Greenwich est accepté comme méridien d'origine par 55 pays. C'est la naissance du temps mondial. Puis apparaît le temps atomique. En 1939, la première horloge à quartz, grosse comme une armoire, est expérimentée à Greenwich. Le quartz est un cristal qui émet des vibrations quand il est traversé par un courant électrique, stocké dans une pile par exemple. Ces vibrations, judicieusement canalisées, constituent un oscillateur stable au 10 millième de seconde, pulvérisant l'idée même de seconde. Le temps atomique répond aux besoins du développement des sciences et des techniques, astrophysique, satellites, GPS, qui font appel de plus en plus à des horloges atomiques telles que celle-ci, nommée Pharaoh. Pharaoh, c'est une horloge que vous voyez ici en plusieurs morceaux, donc un tube qui est ce tube bleu, et puis un ensemble de lasers pour manipuler les atomes dans ce tube. Alors à l'intérieur se trouvent des atomes de césium qui sont refroidis à des températures de l'ordre du microdegré Kelvin. L'objectif, c'est de recopier la stabilité intrinsèque de la différence des niveaux d'énergie dans un atome, de recopier ça sur un oscillateur à quartz comme celui que vous avez dans vos montres, et on force l'oscillateur à quartz à être asservi sur la différence de niveau d'énergie de l'atome. En l'occurrence, c'est l'atome de césium qui sert à la définition de la seconde. Toutes les fois qu'en physique on gagne 2 ou 3 ordres de grandeur dans une direction donnée, dans une précision donnée, il y a toute une série de phénomènes nouveaux qu'on peut espérer observer, toute une série de vérifications nouvelles qu'on peut effectuer. Et en général, il y a des surprises, il y a des phénomènes inattendus qui apparaissent, et c'est comme ça que la science progresse. Ainsi, l'homme est passé en quelques siècles d'une mesure du temps à l'heure près, au quart d'heure près, à la minute près, à la seconde près,
au centième de seconde près, au 10 millième de seconde près, pour arriver à maîtriser enfin vraiment, les milliardièmes de seconde, se rapprochant chaque fois un peu plus de l'infini de l'univers. Voici 1 minute 10 secondes de temps universel pur. Ne zappez pas.